Maintenant, on va voir de quelle façon on peut gérer les interruptions dans Linux. On sait que les interruptions, c'est quand même un moyen important pour interfacer le matériel avec le processeur. C'est un signal asynchrone qui peut être reçu à tout moment, pas nécessairement synchronisé avec l'horloge, sur certaines broches d'entrée du processeur qui peut interrompre le noyau à tout moment. Donc, l'idée, c'est que si, par exemple, lorsqu'on tape sur le clavier, on déplace la souris, il y a un disque dur qui part, tout ça génère des interruptions associées au matériel externe. Puis, chaque numéro, chaque élément de matériel a un numéro d'interruption propre. Comme ça, on peut avoir les interruptions en parallèle, puis elles peuvent être gérées différemment selon le cas. Dans le fond, une interruption maintenant, c'est traité par des routines de gestion des interruptions. Il faut fournir quand même au noyau l'information pour gérer certaines routines certains cas particuliers de matériel avec la bonne routine. Donc, la routine s'exécute dans un contexte d'interruption, puis ce contexte-là ne peut pas être bloqué puis n'est pas préempté. On a vraiment donc toute la main lorsqu'on traite, on gère une interruption. Parce que sinon, si on interrompait la chose, ça pourrait être vraiment problématique parce que c'est justement le mécanisme de base, un mécanisme de base qui ne peut pas être préempté. C'est trop fondamental. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les routines s'exécutent sur une courte période. Donc, vraiment, on veut que la fonction de gestion de l'interruption soit aussi brève que possible, aussi courte que possible. Donc, avec ça, on fait une exécution rapide, puis on revient au contexte courant où là, les processus prioritaires et le noyau peut avoir la priorité, peuvent s'exécuter de façon régulière. Si le traitement est long, si ça prend du temps, dans le fond, gérer une interruption, l'interruption génère un signal qui nous dit d'aller voir peut-être après ça un gros ensemble de données, plein de valeurs différentes, bien, ça peut être problématique. Donc, de faire ça directement dans la partie non préemptible du noyau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer finalement en deux moitiés notre routine de gestion d'interruption. On va faire ce qu'on appelle une moitié supérieure, le top half, où là, on va faire une exécution rapide dans le contexte de l'interruption pour faire le traitement qu'on veut minimal. Donc, c'est quoi la chose minimale qu'on doit absolument faire sans aller dans plus de détails? Avec la moitié supérieure, c'est là qu'on fait ça. Le but, c'est que ça soit court, mais que ça fasse vraiment la base de ce qui est manqué. Puis ensuite, ce qui est plus long en termes de traitement, mais on s'attend que la moitié supérieure va créer des tâches. Ça peut être tout simplement par l'appel d'une fonction ou fournir des paramètres ailleurs d'une autre façon. Donc, on appelle le bottom half, où là, ça va être plus long à s'exécuter. Dans le fond, ça va être mis dans la forme d'une espèce de thread ou de ce qu'on appelle un tasklet. Donc, ça va être vraiment des mécanismes qu'on va voir là, assez brièvement, mais quand même prochainement, juste cette semaine, où c'est là qu'on va faire l'exécution plus lente. Puis là, cette exécution plus lente-là peut être préemptée, peut être roulée vraiment dans des conditions qui sont indépendantes du reste et qui peuvent prendre son temps et qui peuvent être elles-mêmes interrompues, peuvent avoir des signaux et tout ça. Avoir pas des signaux, peuvent avoir des sémaphores de synchronisation, des mutex, sans aucun problème. Et donc, c'est dans cette moitié inférieure-là que les traitements se concluent. Donc, le résultat d'une interruption est géré. Donc, si on regarde ça dans Linux, de quoi ça a l'air, on va voir ici qu'on a le périphérique à gauche qui va générer régulièrement des interruptions. Donc, le microcontrôleur, qui quand même peut être assez costaud, c'est lui qui va gérer, il va recevoir toutes les demandes des périphériques, puis il va les réacheminer au processeur. Une fois que ça a été généré, on va générer une interruption sur le processeur. Le processeur, lui, il va recevoir l'interruption sur une ligne, vraiment sur une pin, puis on va interrompre l'exécution courante, puis on va appeler la routine de gestion des interruptions. Puis, le point, c'est de dire, bien, selon le numéro d'interruption correspondant à notre périphérique, on va vérifier s'il y a des routines pour gérer ça. Si oui, bien, on va donc appeler une fonction comme on appellerait handle IRQ event. Sinon, on peut retourner finalement au noyau.
Après ça, une fois qu'on a terminé ça, quand même, on exécute toutes les routines de gestion d'interruption de la mémoire aussi. Puis voilà, c'est terminé. Donc, ça fait quand même un certain chemin. Ce qu'il faut voir, c'est que peser sur une touche à une entrée matérielle directe qui génère une interruption qui, normalement, va vite là, sur le processeur. Et après ça, on a les résultats qu'on va afficher. Si c'était sur l'ordinateur directement de la personne, ça pourrait être plus lent si le modèle était plus ancien. Puis, ce n'est pas nécessairement une bonne pratique de monopoliser notre station de travail si ça prend du temps à développer d'autres choses, par exemple. Donc, c'est intéressant donc d'avoir cette routine-là qui gère l'interruption de façon intelligente et qui s'assure donc qu'on fait le traitement comme il faut. Les traitements rapides sont faits très rapidement. Puis les traitements plus longs on en a des referrals, là, sont poussés plus vers des tâches qui sont moins prioritaires. Maintenant, pour enregistrer notre routine de gestion d'interruption, les fonctions qu'on appelle IRQ return, donc ça c'est une structure, on va dire IRQ return en haut ici, là. Donc ça correspond à une espèce d'une structure qu'on peut utiliser pour envoyer l'information. Mais en réalité, ça ici, c'est une fonction. Donc ça, c'est un synonyme pour un pointeur de fonction de ce type-là. Donc, on va avoir un pointeur de fonction ici. Puis sinon, on va pouvoir définir de quelle façon on gère une interruption particulière d'un certain numéro avec la fonction request IRQ. On lui précise le numéro de l'IRQ, on lui précise finalement la fonction ici. Donc, la fonction request IRQ va enregistrer la routine de gestion de nom IRQ handler-T. Puis, on va entre autres préciser des flags. Donc, c'est là que ça devient intéressant, c'est que les flags ici qu'on donne, ça contient les propriétés du masque de bits. Donc, selon le masque de bits, on peut dire que plusieurs routines d'interruption peuvent être appelées par l'IRQ, s'il y en a plusieurs. Puis, c'est pas mal ça pour l'instant. Il y a d'autres éléments. Allez voir le manuel pour le détail des autres choses, s'il y a d'autres choses. Le nom ici, bien, ça, c'est le nom du dispositif. Puis, dev, c'est une espèce de cookie, donc d'identifiant unique qui permet d'identifier une routine lorsque plusieurs routines partagent la gestion d'une IRQ. Et c'est capable de se distinguer, de savoir de où on fait l'appel. Donc, ça retourne 0 si ça s'est bien passé et sinon, il y a un code d'erreur qui est généré. Donc, le IRQ handler-T, ce qu'on a ici, qui est un peu le nom du type du pointeur de fonction qu'on a ici aussi. Donc, ça, c'est le type de la fonction pointée. Il doit retourner une valeur de type IRQ return ici. Donc, cette valeur-là de IRQ return a plusieurs valeurs possibles de retour. IRQ none, c'est une interruption qui est non gérée par la routine. IRQ under, c'est une interruption qui est gérée par la routine. Puis IRQ wake thread, c'est un thread réveillé pour faire un traitement dans la moitié inférieure. Donc, on va voir ce qu'il faut pour ça. Donc, pour pouvoir utiliser plusieurs routines de gestion d'interruption d'une même IRQ, on doit donner l'argument IRQF shared à l'argument flag de la fonction request IRQ. L'argument dev doit être unique pour chaque routine et différent de nul. Donc, on va avoir quelque chose qui est différent de nul. Pointer à une structure spécifique du dispositif est suffisante généralement. La routine de gestion de l'interruption est appelée séquentiellement. Donc, chaque routine doit rapidement distinguer si elle gère l'interruption ou non. Un exemple d'appel à request IRQ. Donc, on peut avoir quelque chose comme quoi quand on demande l'IRQ ici dans le if, on a ce qu'il faut ici. Donc, on va définir donc ce qu'il faut pour avoir une gestion d'interruption sur le dispositif My Device.
Donc, une autre structure intéressante à avoir en tête, c'est les tasklets. Donc, si on génère des interruptions, après ça, il faut gérer des choses. Quand on gère ça, les interruptions rapides, on les gère rapidement à l'interne. Quand c'est plus long, on veut générer une tâche qui va être exécutée après coup, qui va être exécutée en cours de route, qui va être interruptible, préemptable, je veux dire. Donc, il faut avoir des préemptions pour arrêter ce bout de code-là, mais le but, c'est qu'on veut que ça s'exécute quand même assez rapidement. Donc, il y a ce qu'on appelle des tasklets, c'est une structure interne au noyau. Donc, on peut voir que ça définit une tâche qui devrait être exécutée dans le noyau à court terme. On dit vraiment, on doit exécuter ça à court terme. Ça, c'est intéressant pour l'exécution dans la moitié inférieure d'une interruption. Donc, la partie qui est un peu plus longue, on peut l'organiser pour que ça soit géré à ce niveau-là. Puis, l'exécution se fait dans le contexte courant du noyau. Donc, on peut faire appel à ce tasklet schedule ici. Donc, une fois qu'on fait ça, c'est juste qu'on planifie une évaluation de la tâche. On veut dire, il y a une évaluation qui s'en vient, qui devrait être de celle-ci, qui est précisée dans tasklet struct ici.